Now, before the death of the Queen, Princess Anne sat down with Chris Shipp. J'ai été réveillé avant l'aube d'une manière qui m'a immédiatement fait comprendre que cette journée ne serait pas comme les autres. C'était le ton, cette urgence froide qu'on ne perçoit que lorsqu'une crise invisible se profile. En m'habillant, j'ai senti une vieille tension longtemps enfouie se réveiller. Une tension qui couvait en moi depuis des mois au sein de la famille royale. Personne ne le disait ouvertement, mais nous savions tous que quelque chose se tramait, quelque chose qu'on ne pouvait plus ignorer. Et maintenant, le moment était venu où toute la vérité allait éclater. En entrant dans la salle, je remarquais la même nervosité dans chaque geste du personnel. Les assistants marchaient plus vite que d'habitude, chuchotant nerveusement comme si un mot prononcé trop fort risquait de faire s'écrouler tout l'édifice. Les murs du palais, qui d'ordinaire exhalaient une impression de stabilité et de puissance ancestrale, me parurent soudain oppressants, étroits et scrutateurs, comme s'ils étaient eux-mêmes témoins de ce qui allait inévitablement se produire. L'air avait une odeur différente, métallique âcre, et je sentis que l'équilibre au sein de notre famille avait basculé avant même que quiconque ne soit arrivé à la réunion. Je me suis dirigé vers la salle de réunion, arrivant parmi les derniers. En entrant, j'ai eu l'impression de franchir une barrière invisible, la tension était palpable comme une décharge électrique. Tout le monde était déjà assis, mais personne n'osait dire un mot. Ce silence n'était pas synonyme de tranquillité, c'était une arme. Je voyais les regards, les épaules raides, les yeux fuyants. Chacun essayait de regarder sans être vu, de juger sans prononcer un mot. Et dans cette atmosphère tendue, une évidence m'est apparue, il s'agissait de bien plus qu'une simple discussion de famille ou une réunion pour dissiper des malentendus. Cela sentait la crise interne, une force de division qui dépassait n'importe quel individu, qui dépassait même nos liens familiaux. Ce qui m'a le plus frappé, c'est que chacun semblait avoir quelque chose à cacher ce matin-là. William fixait droit devant lui comme si un seul mot de travers pouvait le déstabiliser. Catherine était assise à côté de lui, serrant son bras un peu trop fort, comme pour le retenir. Harry était assis plus loin, une silhouette qui semblait hésiter entre implication et distance, entre loyauté et instinct de survie. Et puis il y avait Camilla, calme sereine avec un sourire qui paraissait moins assuré cette fois-ci. Ses yeux bougeaient rapidement avec agitation, comme s'il calculait sans cesse d'où viendrait la prochaine attaque. J'ai senti ma respiration s'accélérer tandis que je prenais place. Entre mes mains reposait le dossier que j'avais constitué en silence ces derniers mois. Chaque page, chaque document, chaque détail représentait un poids que je devais désormais porter. Sinon, personne ne le ferait. Ce n'était pas un acte impulsif. Pas une seule étape de ce travail n'avait été facile. Mais parfois même, au sein d'un système régi par l'étiquette et le silence n'est plus une option. Le monde extérieur ignorait tout de ce qui se tramait. Les médias postés aux portes du palais spéculaient comme s'ils cherchaient dans des indices dans l'obscurité. Maladie, abdication, restructuration, ils ne pouvaient imaginer à quel point cette affaire allait blesser, à quel point la menace était devenue personnelle. Et c'était peut-être là le plus dangereux, que le monde continue de percevoir la famille royale comme une entité intouchable, alors que les véritables fissures internes s'agrandissaient, devenant de plus en plus profondes, et que personne de l'extérieur ne pouvait les voir. Mes pensées vagabondaient, me demandant comment on en était arrivé là. Le pouvoir au sein des monarchies n'est jamais une ligne droite, c'est un réseau d'influence, de relations personnelles et d'intérêts. Et tous ces liens semblaient désormais se rompre. Les intrigues soigneusement dissimulées pendant des années commençaient à éclater au grand jour. Je savais depuis longtemps que des intrigues existaient au palais, mais je n'avais pas imaginé jusqu'où certains seraient prêts à aller pour consolider leur position, quitte à déchirer la famille elle-même. En regardant autour de moi, je me demandais si d'autres ressentaient ce même gouffre invisible. Étais-je la seule à voir les fondations se fissurer, ou le savaient-ils tous sans oser l'admettre? Parfois, je me dis que le silence au sein de notre famille est devenu une forme d'autoprotection. Comme si plus personne ne savait à quoi ressemble l'honnêteté, car nous sommes habitués depuis trop longtemps à des demi-vérités poliment présentées. La question que je me posais était simple mais cruciale: quelle quantité de vérité ce système pouvait-il supporter avant de s'effondrer sur lui-même? La porte claqua avec un bruit anormal et je sentis une tension inexplicable s'installer. C'était le signal, il fallait agir maintenant. Plus de tergiversations, plus de regards fuyants, plus de prétextes fallacieux pour éviter le conflit. Je savais que choisir ce moment précis provoquerait inévitablement une onde de choc parmi nous, dans l'opinion publique et peut-être même au sein de la communauté internationale. Mais qui d'autre oserait ouvrir cette boîte de Pandore, et si je ne le faisais pas, jusqu'où irait le mal? J'ai posé mon dossier devant moi. Il me paraissait lourd, non pas tant à cause du papier lui-même, mais à cause de tout ce qu'il représentait, les preuves de manipulation, d'abus de pouvoir et d'ambition qu'on ne pouvait plus dissimuler. Un instant, j'ai inspiré profondément et je me suis demandé, la famille royale serait-elle jamais la même après tout ce que j'aurais dit? Et surtout, devait-elle vraiment le rester?
C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une simple confrontation, mais d'une remise à zéro nécessaire. Non pas que je le souhaitais, mais parce que la vérité finit toujours par éclater, quels que soient ceux qui tentent de l'enfouir. Et la question qui prévalait par-dessus tout était qui resterait debout une fois cette vérité révélée. Dès les premières secondes de la réunion, je sentis la tension monter comme une corde serrée autour de ma poitrine. Personne ne parlait, mais il était clair que chacun savait ou soupçonnait quelque chose, comme si chacun détenait un fragment d'une histoire plus vaste et plus sombre. En parcourant lentement la table du regard, je remarquais comment de vieilles tensions soigneusement dissimulées pendant des années commençaient à ressurgir, plus cachées mais vives, palpables, presque tangibles. Comme si quelqu'un avait gratté le vernis du palais, révélant soudain les fissures de ses relations. William se tenait droit, mais sa posture tendue trahissait la tempête qui faisait rage en lui. Je le voyais à la fermeté de sa mâchoire, à la façon dont il serrait les mains, comme pour se maîtriser. Catherine était assise tout près de lui, son silence à la fois puissant et fragile. Même sans un mot, je sentais qu'elle portait le poids de la situation comme s'il lui était directement destiné. Harry restait en retrait, comme s'il cherchait à se fondre dans le décor prisonnier d'un espace sans issue. Son attitude semblait dire qu'il ne voulait pas être là, mais qu'il savait que ne pas venir engendrerait un danger encore plus grand. Et puis il y avait Camilla. Malgré ses efforts pour afficher son élégance habituelle, je percevais sa nervosité dans les petits gestes qu'elle ne pouvait dissimuler. Ses clignements d'yeux rapides, son sourire crispé trop fréquent, le tapotement de ses doigts sur l'accoudoir. Autant de signes qui m'avaient échappé jusque-là. Ou peut-être avais-je choisi de les ignorer. Dans cette famille, le pouvoir a toujours un prix, mais je n'avais jamais pris autant conscience de son caractère exorbitant. Lorsque Charles ouvrit la séance, sa voix semblait traverser deux mondes, celui où il régnait encore et celui où son autorité s'effritait lentement mais sûrement. Il s'efforçait de paraître calme, digne voire paternel. Mais ses mots tremblaient légèrement, comme si chaque phrase lui demandait un effort. Je ne savais pas s'il était nerveux à cause de la tension palpable dans la salle ou à cause de ce qu'il pressentait déjà. Il y avait en lui une fragilité que je lui avais rarement vue. Un homme qui savait qu'il n'avait plus le contrôle mais qui n'osait pas encore admettre à quel point. L'instant où les premiers mots ont été prononcés fut comme une fissure dans la table. Un son subtil et pourtant dévastateur que je semblais seul entendre. Peut-être parce que je savais ce qui allait arriver. Des choses gardées secrètes, trop longtemps des secrets qui avaient été source de tension pendant des années, ne seraient plus à l'abri. Derrière chaque échange de regards, je voyais des questions que personne n'osait poser à voix haute. La confiance me paraissait soudain une denrée rare et même les liens familiaux ressemblaient davantage à des obligations qu'à des relations. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la facilité avec laquelle tout cela s'était installé. Comme si notre famille était tellement habituée aux tensions, aux intérêts cachés et aux alliances fragiles depuis si longtemps que plus personne ne semblait vraiment surpris par la froideur ambiante. Les premières fissures dans nos relations étaient là depuis des années, mais ce n'est que maintenant que chacun prenait conscience de leur profondeur. Et je me suis demandé combien de temps faut-il pour que de petites fissures se transforment en une rupture irréversible. J'ai ressenti le besoin de tout révéler immédiatement, mais je savais que le moment n'était pas venu. Il fallait d'abord que le masque tombe. Il fallait d'abord que chacun prenne conscience de ce qu'il pressentait déjà, que quelque chose clochait, que quelque chose de plus grave se cachait derrière le silence. La vérité a son propre rythme, un temps où elle se révèle. Et ce temps était désormais précipité vers l'inévitable. Alors que les voix commençaient à vaciller, polies, distantes, prudentes, j'ai senti l'atmosphère se dégrader. Chacun s'exprimait en termes neutres et vagues, comme si personne ne voulait lever le voile. On parlait de restructuration, de tensions internes, de nécessité de transparence. Tout cela sonnait creux, des mots destinés à esquiver les vrais problèmes. Jusqu'à ce premier regard perçant. Pas un mot, juste un regard, concentré, chargé d'émotions calculatrices. De Camilla à William, de William à Harry, de Catherine à personne et à tous à la fois. Un regard peut être plus dévastateur qu'une phrase. Parfois c'est même un coup silencieux. J'ai ressenti cet instant comme un courant électrique me parcourant l'échine. Ce n'était pas la famille, c'était la ligne de front. Au cœur de cette guerre silencieuse, j'étais assise avec le dossier qui allait briser toute l'illusion. Je gardais le silence mais mes pensées s'emballaient. Que se passerait-il une fois mes cartes sur la table, qui me soutiendrait et qui tenterait de se sauver en me détruisant? J'éprouvais de la peur certes, mais aussi une détermination grandissante. Si je ne disais rien, ce jeu se prolongerait indéfiniment. Mais si je parlais, plus rien ne serait comme avant. Les premières fissures étaient désormais inévitables. Je les voyais, je les sentais, et je savais que tous ceux qui étaient présents les voyaient aussi. Mais ce que personne ne savait encore, c'était la profondeur de ces fissures et les dégâts qu'elles allaient encore causer. Face à cette prise de conscience, je me suis demandé, était-ce le début de la chute de notre famille ou simplement le moment où la vérité a enfin éclaté?
Au moment où j'ai rapproché mon dossier, j'ai senti l'atmosphère changer. C'était comme si chacun sans le vouloir pressentait que je détenais quelque chose qui allait instantanément bouleverser l'équilibre des forces. Une tension palpable planait, une prémonition indicible qui planait comme une menace. J'ai observé les visages autour de moi, traits marqués, lèvres serrées, regards s'attardant trop longtemps sur certains points. À cet instant, j'ai su qu'il était temps de rompre le silence. En ouvrant le dossier, le bruit du papier me parut bien plus fort qu'il ne l'était réellement, comme s'il déchirait le silence. Comme si tout le monde l'entendait. Ce n'était pas un dossier ordinaire, il était rempli de mois d'observations, de documents, de correspondances, de transactions, des indices que d'autres auraient pu prendre pour de simples coïncidences, mais qui pour moi formaient un schéma impossible à nier, un schéma qui menait directement à Camilla. La première chose que j'ai dépliée, ce sont les notes que j'avais prises pendant des semaines, souvent au beau milieu de la nuit, quand le reste du palais était silencieux, et que seuls les échos de mes pensées résonnaient dans les couloirs. J'avais consigné chaque anomalie, chaque rencontre insolite, chaque erreur d'horaire ou visite non inscrite au calendrier officiel. Au début, je me suis demandé si je n'étais pas en train d'imaginer tout cela. Mais dans cette demeure, l'intuition est souvent la seule arme qui nous reste quand la vérité est souillée et profondément enfouie sous le vernis de l'étiquette. Alors que je prenais la parole, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Ma voix paraissait plus calme que je ne l'étais. J'expliquais les liens que j'avais découverts, les noms récurrents des mêmes conseillers, les indices subtils qui laissaient présager des manipulations en coulisses. Tandis que je décrivais mes découvertes, je vis les expressions autour de la table se transformer, d'abord l'incrédulité, puis une tension palpable, puis une expression proche de l'horreur. C'était comme si chacun assistait à la mise en place des pièces du puzzle en temps réel et réalisait que le tableau qui se dessinait était bien plus sombre qu'il ne l'avait jamais imaginé. Mais le véritable tournant s'est produit lorsque j'ai posé les premiers documents sur la table. Des preuves de réunions secrètes qui n'auraient jamais dû avoir lieu, des lettres écrites d'une main reconnaissable, soigneusement formulées, mais manifestement destinées à influencer le pouvoir. Et tandis que je laissais ces lettres glisser entre nous sur la table, j'ai vu Camilla retenir son souffle. Une fraction de seconde à peine perceptible, mais suffisamment fort pour que je l'entende. Comme si sa façade si soigneusement construite s'était fissurée en cet instant précis. William se pencha légèrement en avant, les yeux écarquillés, la mâchoire crispée. Il ne dit rien. Personne ne dit rien. Mais tous voyaient la preuve désormais exposée au grand jour. Les murmures silencieux qui résonnaient d'enfin dans les couloirs du palais depuis des années prenaient soudain corps. Et un nom. Mes mains tremblaient, malgré tous mes efforts pour le dissimuler. Ce que je faisais était irréversible. Je savais que quoi qu'il arrive, j'avais franchi un point de non-retour. Mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, les conséquences pour la famille, pour l'avenir de la monarchie, seraient désastreuses. Parfois, il faut porter le fardeau de la vérité, même lorsqu'elle tranche les liens du sang, comme un scalpel. Alors que je sortais la prochaine série de documents, je sentais la tension monter dans la pièce. Des transactions bancaires, les noms de conseillers qui recevaient soudainement des sommes considérables, des déclarations de membres du personnel qui, par peur ou par loyauté, étaient restés silencieux pendant des années. Chaque élément de preuve présenté était comme un coup de marteau sur une table en porcelaine et chacun pouvait voir les fissures s'agrandir. J'ai expliqué que les manipulations ne s'étaient pas limitées à de légers changements d'influence, mais s'étaient étendues à quelque chose de bien plus fondamental, la structure même de la lignée successorale. Les plans étaient subtils, habilement conçus, mais visaient, sans équivoque, à redessiner l'avenir de la maison royale. Non pas par une rébellion ouverte, mais par une infiltration discrète et calculée du pouvoir. Un silence stupéfait s'abattit sur la pièce lorsque je déposai la dernière page sur la table. Une lettre à laquelle j'avais presque eu du mal à croire en la découvrant. Une proposition formulée de manière alambiquée mais dont le but ne pouvait être saisi qu'à travers les sous-entendus. Un plan pour discréditer progressivement William. Une stratégie pour dépeindre Catherine comme une personne peu fiable. Et entre les lignes, une ambition qui révélait tout le désir de rapprocher ma propre lignée du pouvoir. Quand j'eus fini de parler, je sentis ma gorge se dessécher. Le silence qui régnait dans la pièce était insoutenable. Je contemplais les visages autour de moi, chacun marqué différemment par ses révélations. Certains refusaient d'y croire, d'autres osaient enfin croire ce qu'ils n'avaient jusqu'alors pas réussi à exprimer. À ce moment-là, je me suis demandé si j'étais allé trop loin. Avais-je trop révélé ? Aurais-je dû attendre ? Avais-je choisi un moment où personne n'était capable de raisonner ? Mais en même temps, je savais que c'était inévitable. Certaines vérités s'imposent peu importe qui elles blessent. Et parfois, les révélations ne sont pas faites pour guérir, mais pour briser, afin de construire quelque chose de meilleur. Et tandis que le silence s'épaississait, je me demandais serait-ce le moment où les fondements de notre famille royale allaient enfin changer. Dès l'instant où j'ai posé la première pièce à conviction sur la table, j'ai senti l'atmosphère se transformer. La tension ne s'est pas relâchée.
Au contraire, elle s'est intensifiée et devenue plus pesante, plus suffocante, comme si chacun peinait à respirer un air raréfié. Tandis que les autres restaient scotchés au document, mes pensées se sont tournées vers ces nuits où j'avais découvert par moi-même ce qui se tramait dans l'ombre du palais. Des nuits que je préférerais oublier, mais qui paradoxalement m'avaient donné la force de parler aujourd'hui. Tout a commencé par de petites choses. Une porte qui se fermait trop tard. Un pas qui ne correspondait pas à l'horaire du veilleur de nuit. La lumière d'un téléphone qui filtrait à travers moi. Il y a un moment qui filtrait à travers une fente dans une porte. Je l'ai vu non pas une, mais plusieurs fois. Au début, j'ai pensé que c'était du personnel négligent ou simplement agité. Le palais est immense et les murs résonnent d'échos qui parfois vous déstabilisent. Mais la nuit a sa propre logique et il est arrivé un moment où j'ai su que je ne pouvais plus faire comme si de rien n'était. J'ai commencé ma propre ronde. Non officielle, sans prévenir, mais silencieusement, tandis que je sentais l'air extérieur se refroidir et les couloirs intérieurs s'emplir du parfum du vieux bois et des tapis usés par des générations. À ces heures-là, le palais avait quelque chose de différent, moins majestueux, moins sûr. Il ressemblait davantage à une scène hantée par des fantômes. Les fantômes du passé, des secrets, des choses qu'il vaudrait mieux laisser enfouis. Je ne tardais pas à remarquer que Camilla se comportait différemment ces soirs-là que le jour. Pas de sourire affecté, pas d'élégance de façade. Elle marchait d'un pas décidé, silencieux, presque timide. Toujours aux mêmes heures, toujours dans la même direction, vers des parties du palais où personne n'avait officiellement travaillé, depuis des années où les pièces étaient couvertes de poussière et où les lumières vacillaient lorsque la température chutait. Je l'ai suivie non par curiosité mais par nécessité. Car lorsqu'une personne se comporte ainsi avec tant de calcul et d'obstination, c'est qu'il y a fondamentalement quelque chose qui cloche. La première nuit, je n'ai pas osé m'approcher de trop, près de peur de commettre une erreur. Mais la deuxième nuit fut différente, et la troisième ne laissa plus aucun doute. Je l'ai vu ouvrir la porte d'une aile verrouillée, une clé que je croyais réservée à une poignée de privilégiés. Sa silhouette a glissé à l'intérieur, et puis soudain, j'ai entendu des voix. Pas des voix légères, pas des voix désinvoltes, mais des voix chargées tendues, tantôt chuchotées, tantôt impérieuses. J'ai reconnu certaines voix de personnes bannies du palais depuis des années. Des noms tombés dans l'oubli car leurs liens avec des scandales les avaient exclus de notre cercle. Ce qui m'a glacé le sang, c'était ce mélange d'urgence et de conspiration dans leur ton. Comme s'ils discutaient d'un projet qu'ils savaient eux-mêmes ne jamais devoir voir le jour. Je n'ai pas tout compris, l'acoustique de ces vieux murs est trompeuse. Mais les bribes de conversation que j'ai entendues m'ont suffi à me mettre hors de moi. Succession, stratégie, attaque par image, créer des troubles, influenceur, la perception du public. On aurait dit le scénario d'un coup d'État plutôt qu'une conversation au sein d'une résidence royale. Et ce qui m'a encore plus choqué, c'est que ces gens ne semblaient pas être des étrangers, mais plutôt travailler depuis des mois, voire des années sur quelque chose qui dépassait largement les limites de l'éthique de notre système. Je me souviens de mes mains tremblantes tandis que je me réfugiais dans l'obscurité du couloir, le cœur battant la chamade comme si j'avais été prise sur le fait alors que c'était eux qui auraient dû l'être. J'avais le cœur brisé d'avoir été témoin de quelque chose qui ne me concernait pas, mais c'était encore pire de réaliser que cela durait peut-être depuis si lobbying. Il y a eu des nuits où, trop près de la porte, j'entendais des voix se faire plus stridentes. J'entendais des sommes d'argent provenant de vastes dotations de contrats de lobbying politique, de transactions douteuses, jamais destinées au domaine royal. J'entendais des termes comme garantie, bouclier et la prochaine étape, des termes qui laissaient présager un plan déjà bien avancé. Mais ce qui m'a le plus marqué, ce sont ces moments où ces voix murmuraient nerveusement à propos de la perception de William, de la vulnérabilité de Catherine et même de l'instabilité émotionnelle de Harry, comme s'il s'agissait de pions sur un échiquier, comme si leur vie, leur réputation, leur humanité n'étaient que des chiffres dans un calcul orchestré par Camilla. Il y a eu une nuit où j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Une petite mallette discrète apportée par l'un de ses conseillers, un conseiller qui avait été discrètement écarté des années auparavant pour des allégations de corruption. Cette mallette n'est pas arrivée vide, et elle n'est pas repartie vide. Caché derrière un pilier, retenant mon souffle pour ne pas être remarqué, j'observais Camilla accepter ce rituel d'échange. Sa main s'agita avec impatience comme si elle souhaitait que cela se fasse rapidement. Aucune hésitation, aucun doute, juste de la détermination. Que ce soit par peur ou par ambition, je ne pouvais pas encore le déterminer. Mais je savais que la limite de la loyauté avait été franchie. Et tandis que je revivais ces soirées assis à table, je me demandais, aurais-je dû intervenir plus tôt ? Ou bien ce moment douloureux, tragique, irréversible, devait-il se produire précisément ainsi pour enfin réveiller tout le monde ? Ce que j'avais aperçu dans l'ombre a posé les fondements d'une vérité qui ne pouvait plus demeurer dans l'obscurité. Car la question qui me hante alors et qui me hante encore est la suivante: jusqu'où peut aller le mal quand personne n'ose regarder la lumière ?
Il y a des moments où l'on croit avoir déjà essuyé tous les chocs possibles, que plus rien ne peut nous surprendre car la vérité s'est déjà dévoilée sous tant de strates qu'on semble immunisé contre les nouvelles révélations. Mais rien n'aurait pu me préparer à ce que j'ai découvert caché dans une pièce dont j'ignorais même l'existence. Une pièce qui avait discrètement servi de dépôt à des secrets, et surtout à des lettres qui n'auraient jamais dû être trouvées. Je me souviens très bien d'avoir ouvert ce tiroir cherchant toute autre chose au départ. L'air était vicié, comme si le temps s'y était arrêté depuis des années. Une fine couche de poussière recouvrait les bords en bois. La pièce était sombre, avec une fenêtre à moitié voilée par d'épais rideaux. Mais ce qui m'a coupé le souffle, c'est la petite boîte qui s'emboîtait parfaitement dans ce tiroir, comme si elle y avait été placée exprès, et pourtant cachée à quiconque ne savait pas où chercher. La boîte me semblait plus légère que prévu. Mais lorsque j'ai soulevé le couvercle et aperçu la première lettre, l'écriture, la courbe des lettres, j'ai immédiatement su de qui elle provenait, sans aucun doute. Aucune interprétation possible. Impossible de la rationaliser. C'étaient les mots de Diana, ses pensées, ses peurs, ses avertissements, le genre de lettres qu'on écrit que lorsqu'on sait que personne ne nous croit vraiment, ou lorsqu'on réalise que ce qu'on tente de protéger est en danger. Ma première réaction fut un mélange de choc et d'incrédulité. Non seulement parce que ces lettres existaient, mais surtout parce que j'ai immédiatement compris qui les avait cachées. Pourquoi quelqu'un aurait-il caché des lettres contenant des confidences aussi personnelles et intimes? Pourquoi ces mots n'ont-ils pas été autorisés à être lus? Que contenaient-ils de si menaçant? Quand j'ai ouvert cette première lettre, un frisson m'a parcouru l'échine. Diana écrivait avec une franchise presque douloureuse. Elle parlait de ses inquiétudes, non pas concernant le public, son image ou sa propre position, mais ses fils, de l'avenir qu'ils envisageaient, des obstacles qu'elle craignait de voir se dresser sur leur chemin et des personnes qui, dans l'ombre, cherchaient à influencer leur destin. J'ai lu des mots empreints de peur. Non pas une peur irrationnelle, mais une peur nourrie par l'observation, l'intuition, par des schémas qu'elle avait perçus très tôt. Dans ses lettres, elle écrivait qu'elle pensait que les ambitions de Camilla ne se limiteraient jamais à un rôle auprès du roi. Elle craignait qu'un jour, ces ambitions ne menacent radicalement l'avenir de William et Harry. Tandis que je tenais cette lettre entre mes mains, j'observais la table, les réactions des autres. Le visage de William se décomposa. Je le vis se recroqueviller sous le poids des mots que sa mère avait écrits des décennies auparavant, comme si elle s'adressait directement à lui à une époque où personne ne l'écoutait. Catherine tenta de maîtriser ses émotions, mais je vis ses mains trembler. Harry fixait la table comme absorbé par un point invisible, un point que lui seul pouvait voir un souvenir. Une perte, un avertissement qu'il avait trop souvent ignoré. Mais c'est Camilla qui était la plus visiblement affectée. Son déni était farouche, presque désespéré. Elle tentait d'affirmer que les lettres étaient fausses, que personne ne pouvait prouver que ces SMS provenaient de Diana. Mais même en prononçant ces mots, je voyais son regard, les micro-expressions qu'elle s'efforçait de dissimuler, la tension dans sa mâchoire, la façon dont ses doigts se crispaient sur le cuir des poignets de sa chaise. Elle savait qu'elle avait été démasquée. Elle savait que c'était le point de non-retour. Car ces lettres allaient bien au-delà des sentiments personnels. Elles contenaient des détails que Diana n'aurait jamais osé écrire ailleurs, des observations, de conversations surprisées, des intuitions jamais exprimées, à voix haute, des soupçons écrits de sa propre main pour empêcher toute déformation de ses propos. Et ce sont précisément ces lettres qui avaient été cachées par ceux-là même qu'elle révélait le plus. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la pertinence soudaine de ses paroles. C'était comme si elle avait anticipé le chaos dans lequel nous nous trouvions désormais. Comme si elle comprenait que le pouvoir était menacé non seulement de l'extérieur, mais précisément par ceux qui se trouvent derrière ces murs, derrière des masques souriants, derrière des rôles que le monde admire, mais dont les intentions sont parfois pernicieuses. Au fil des lettres que je lisais, l'atmosphère dans la pièce se chargeait d'une gravité plus profonde encore que le choc, une sorte de prise de conscience collective que ce n'était pas un simple conflit familial. C'était la continuation d'un combat que Diana avait déjà mené, un combat qui avait marqué sa vie et qui des décennies plus tard se réinventait à notre époque. Le silence qui suivit la lecture de la dernière lettre était pesant. Chaque son même, la respiration semblait interdit. Tous les regards se tournèrent vers moi, vers les lettres, vers les autres et surtout vers Camilla. Ce n'était plus une preuve, ce n'était plus un jeu politique, c'était un message du passé qui enfin était entendu. Et tandis que je contemplais ces papiers qui reposaient si doucement entre mes mains, je me suis demandé combien de tragédies auraient pu être évitées si quelqu'un avait écouté Diana de son vivant. En posant la dernière lettre de Diana, j'ai senti l'atmosphère de la pièce devenir non seulement pesante mais presque suffocante.
Les mots planaient dans l'air comme la fumée d'un incendie épais douloureux, imprégné et du souvenir de ce qui avait été détruit. C'était comme si les murs eux-mêmes écoutaient, comme s'ils savaient que cet instant était le point de rupture, celui que personne ne pouvait ignorer. Mon cœur battait encore la chamade, mais mes pensées étaient claires. Ce que je devais faire était devenu inévitable. Mais même moi, je n'avais pas anticipé à quel point les minutes suivantes seraient explosives, définitives, dévastatrices. Je sentais tous les regards braqués sur moi tandis que je refermais le dossier. Non pas qu'ils souhaitaient me suivre ou me soutenir, mais parce qu'ils savaient que la suite des événements déterminerait l'avenir de la famille royale et leur rôle en son sein. Le silence fut rompu par un léger mouvement presque imperceptible de Charles qui se prit la poitrine pour la énième fois, la respiration courte et incertaine. Son regard était vide comme s'il voyait quelque chose que personne d'autre ne pouvait percevoir, l'effondrement de tout ce à quoi il avait consacré sa vie. Et à cet instant précis, j'ai senti une limite se déplacer en moi. Le point où la prudence se mue en confrontation nécessaire. Je savais que je ne pouvais plus rester silencieuse face à la destruction qui se déroulait dissimulée sous un voile de politesse. Un jour vient où la vérité a besoin d'une voix qui ne murmure plus, et je devais être cette voix désormais. Je me suis levé. Ma chaise a reculé lentement dans un bruit sec et glacial. Les autres n'ont pas bronché, mais leur réaction était palpable dans leur regard. J'ai posé la main sur le dossier et j'ai parlé d'une voix basse mais ferme. Je rendrai tout public si Camilla ne démissionnait pas volontairement dans les 24 heures. Sans négociation, sans nuance, sans compromis. Les mots ont jailli de ma bouche comme des lames d'acier. L'effet fut immédiat. Camilla se figea. Ses yeux s'écarquillèrent emplis d'un mélange de peur et d'incrédulité. Elle tenta de parler, mais sa voix se brisa avant même que les mots ne puissent se former. Tandis que ses lèvres tremblaient, je vis la façade qu'elle avait mis tant de temps à construire s'effondrer morceau par morceau. Toute son élégance, toute son assurance, toute sa maîtrise, tout s'évanouit en quelques secondes comme si une main invisible l'avait écrasé. La réaction de William fut tout autre. Il se redressa. Son regard, auparavant las et tourmenté par le poids émotionnel des lettres, devint soudain perçant, glacial et déterminé. Il hocha brièvement la tête lentement comme s'il recevait enfin la confirmation qu'il attendait. Catherine prit sa main sous la table non pour le soutenir mais en signe d'acquiescement silencieux. Une nouvelle ligne avait été tracée. Et cette fois, ils avaient choisi le camp de la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. Harry semblait figé. Son regard errait comme s'il cherchait à comprendre comment on en était arrivé là. Il était tiraillé entre deux réflexes loyaux, celui de protéger les liens familiaux et celui de reconnaître enfin que ces mêmes liens pouvaient parfois être étouffants, trompeurs, voire dangereux. Son silence était peut-être le son le plus assourdissant dans la pièce. Camilla s'effondra alors. Ses épaules se mirent à trembler, ses mains agrippant le bord de la table, comme si elle risquait de s'écrouler. Les larmes coulèrent, ultime tentative désespérée de reprendre le contrôle par la pitié, mais tous les présents comprirent qu'il était trop tard. Ses paroles sortaient en phrases saccadées et décousues, supplications, excuses, accusations démenties. Elle tenta de se présenter comme une victime des circonstances, comme une protectrice de la famille royale, comme une personne contrainte d'agir durement pour prévenir tout dommage futur. J'écoutais, mais rien dans ses explications ne pouvait réfuter les faits qui se présentaient à nous. Rien ne pouvait effacer les preuves, les lettres, les transactions, les réunions, les manipulations. Rien ne pouvait apaiser la peur de Diana, ni atténuer la vulnérabilité de ses fils. Et surtout, rien ne pouvait atténuer sa responsabilité dans ce qu'elle avait elle-même déclenché. Quand je me suis enfin détourné, c'était comme si le palais tout entier retenait son souffle. Mes jambes s'alourdissaient à mesure que je m'éloignais, mais j'éprouvais aussi une étrange clarté. Le silence qui suivit n'était pas un silence de soulagement, c'était le silence de quelque chose qui s'effondre, de quelque chose qui cède la place à l'inconnu. Ce qui suivit fut rapide et douloureux. Les membres de la famille se levèrent un à un comme suffocants. Chacun chercha son propre refuge, sa propre façon d'affronter le poids de cette journée. Charles disparut le premier, le dos voûté, le visage pâle, comme s'il avait vieilli de plusieurs années en une heure. Il ne dit rien, peut-être parce qu'il n'avait plus rien à dire. Camilla resta en arrière. Son ombre s'étendait sur toute la surface, ses larmes scintillant sur la table en bois. Elle ne leva pas les yeux lorsque les autres passèrent. Elle semblait plus petite, comme si les murs derrière lesquels elle avait passé des années à bâtir sa force l'oppressaient désormais. William et Catherine quittèrent la pièce ensemble. Silencieux, dignes, unis dans une lutte qui les avait épuisés en silence depuis trop longtemps. Je ne vis aucun triomphe dans leurs yeux, seulement du chagrin, un profond sens des responsabilités et un devoir plus fort que jamais. Et moi, je suis resté là un instant seul à fixer le dossier toujours posé sur la table. Les documents qui révélaient et peut-être même sauvaient une famille. Je savais que les jours à venir seraient difficiles, que tout cela ne se résumait pas à la vérité mais aux conséquences de la révéler. Même maintenant, alors que les couloirs s'emplissaient de silence, une question résonnait dans mon esprit. Était-ce la fin d'une époque ou le début d'une réforme indispensable ?